Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission L'Afrique et le monde. Ce soir encore, nous allons faire le tour de l'actualité internationale avec Abdoulaye Hamzat. Bonsoir, analyste Bonsoir, géopolitique. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir, monsieur Joël Edmond. Ataï Bonsoir, Gedegbe, cher ami. expert en gouvernance, et Morgana Soba Metonji, expert en Relations internationales, relations internationales, géopolitique. analyste géopolitique. C'est un plaisir. C'est un plaisir, voilà. Nous allons aujourd'hui parler principalement de l'Afrique centrale et de l'Est, à commencer par cette tension, disons, sous-jacente ou exacerbée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu quelques semaines, la RDC a négocié la présence d'une force d'interposition sous-régionale. Entre-temps, le M23 a repris on va dire, du tonus sur le terrain, du poil de la bête sur le terrain, avec quelques régions du pays qui sont en passe de passer sous leurs troupes. L'ambassadeur du Rwanda a été renvoyé dans la foulée. Alors, dans ce climat, autour de ce climat, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, on se retrouve de plus en plus là, au cœur d'un conflit plus ou moins exacerbé. Un conflit qui a tous les éléments nécessaires pour exploser à un niveau quasi irrécupérable. Pourquoi? Parce que vous avez ce M23 dont la capacité à nuire ne date pas d'aujourd'hui, qui a été à un moment donné plus ou moins maîtrisé selon les différents acteurs, mais aujourd'hui qui se retrouve encore réveillé, mais réveillé pas seul, selon la République démocratique du Congo, on voit la main très active apparemment du Rwanda. Donc c'est une question qui va au-delà de la question de la République démocratique du Congo, mais qui est aussi de nature à pouvoir embraser la région concernée. Parce que de l'autre côté, vous avez le Kenya qui quand même estime que voir le M23 perturber la stabilité politique au Congo, c'est affecter entièrement la sous-région et donc se propose d'envoyer des forces pour défendre le système en place en RDC, mais vous avez aussi le Rwanda qui ne semble pas s'impliquer dans cette quête de maintien de cette stabilité-là en prêtant main forte sur le plan militaire à la RDC, étant donné que il semblerait qu'il y ait des preuves aussi bien du côté de la RDC que des institutions internationales par rapport à certains rapports qui montreraient l'implication même du Rwanda dans ce qui se passe. Oui, c'est l'accusation principale de la RDC. Et donc c'est un conflit qui va au-delà de maintenir seulement la stabilité en RDC, mais qui amène a priori tous les acteurs de la sous-région à s'impliquer, à y mettre du cœur pour qu'on n'assiste pas à une explosion qui puisse affecter la stabilité politique de la sous-région, étant donné que l'Afrique est déjà un peu en difficulté en matière de stabilité politique. Voilà, Abdoulaye Hamzat, il parlait à juste titre du Kenya, mais il y a d'autres pays qui ne se pressent pas vraiment pour, disons, participer à cette stabilisation de la RDC. Le pays qui a ligne de mire, à part le Rwanda, c'est l'Ouganda. L'Ouganda, historiquement aussi, qui est pointé du doigt pour une déstabilisation constante de la République démocratique du Congo. Oui, la question de la sécurité dans cette région est une question épineuse et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le M23, aujourd'hui, on en parle, mais ça ne résout pas grand-chose. Et il faut aussi souligner que les efforts multiples à travers les temps et les périodes n'ont pas abouti concrètement. Il y a eu des tentatives d'accords. Il y a eu aussi des périodes d'accalmie qui ont suivi ces accords ou ces prétendus accords. Ensuite, il y a eu des violations à multiples échelles de ces accords entre les deux parties ou entre toutes les parties. En toutes les parties, quand j'inclus bien entendu le Rwanda, l'Ouganda et aussi une partie du Kenya, voire même de la RDC lui-même. Donc, je crois que nous sommes dans un cycle où il n'y a pas de sortie.
Il n'y a vraiment pas de sortie. Et l'expulsion justement du diplomate rwandais en est une conséquence. C'est parce qu'on n'a plus d'issue, c'est parce que la RDC n'a plus d'issue qu'on en est arrivé là. Quitte à savoir si ça va régler le problème. Je ne pense pas que ça puisse régler le problème parce qu'à cette réponse, il y en aura une autre qui proviendra du Rwanda, certainement. Et on va se retrouver encore dans une double impasse. On était déjà dans l'impasse, on se retrouve dans une double impasse. Et à qui ça profite en réalité? À personne, en tout cas pas aux Congolais. Les Congolais, ça fait des années qu'il y a des millions de morts. Peut-être aux multinationales, parce que l'accusation de la RDC, c'est voilà, une dispersion de leurs ressources via le Rwanda. Peut-être aux multinationales et indirectement au Rwanda aussi, puisqu'on sait après les tentatives de traçabilité d'où proviennent les ressources ou peut-être où vont les sous, tout va au Rwanda en réalité. Donc certainement ça profite au Rwanda, mais le Rwanda est aussi dans une politique de ne rien reconnaître et de ne surtout pas reconnaître sa responsabilité dans ce conflit. Et ça dure des décennies. Et moi, je suis choqué aussi par l'opinion internationale. Il faut souligner aussi ça, je vais le dire pour sortir de la question, qui est un peu amorphe par rapport à la question de la RDC. On se rappelle, après les indépendances, il y avait beaucoup d'espoir, surtout par rapport à la RDC. C'était le Congo belge à l'époque, et il y avait beaucoup d'espoir par rapport à la sortie de la dépendance du Congo. Mais après, on a eu les multiples sécessions, et derrière ces sécessions, il n'y a pas eu la réponse qu'il fallait, comme il le fallait, pour que ces sécessions ne puissent pas aller sur une non-issue, je vais dire. Et on en est là jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2022, ce qui n'a pas été résolu depuis les années 60, perdu jusqu'à nos jours. Et les guerres ont continué dans le même sens jusqu'à l'heure où je vous parle. Et c'est le peuple congolais qui est perdant dans tous les schémas possibles par rapport à cela. Le M23, son avenir, certainement, si on va le conjugué au passé, c'est pas du tout d'actualité. Voilà. Quand on regarde les pays qui se pressent, les pays de ce bassin-là qui se pressent pour prêter main force à la ADC, il n'est pas étonnant d'y voir le Burundi. Le Burundi est peut-être le seul pays qui, bon, disons, à la date d'aujourd'hui, met ses forces à disposition. Ce n'est pas, quand on met ça en parallèle avec le Rwanda, ce n'est peut-être pas étonnant. Maintenant, pour le reste, comment vous voyez ça? La RDC trop grande, trop riche, trop... Voilà, est-ce que... Non, certainement difficile à gouverner de manière évidente, même depuis feu le président Mobutu, tout maréchal qu'il s'était proclamé, il y avait une évidente difficulté à contenir les appétits et puis les poussées centripètes. Donc, il est paradoxal, mais cela l'est de moins en moins. Même les petits voisins se donnent le droit quasiment de venir dépecer le gros mastodonte. Faut-il y voir littéralement un scandale inacceptable, un scandale géologique inacceptable pour les autres, au point d'attiser à ce point les convoitises. Mais nous avons atteint un point où on ne peut plus ménager le chou et la chèvre, renvoyer dos à dos les protagonistes. Pendant un moment, parce que M. Kabila Joseph, dans la foulée de son père, avait quand même des connexions avec les petits voisins de l'Est qui ont été... Oui, principalement déjà avec... son père a réussi à mener la rébellion avec succès, avec l'aide de beaucoup de généraux rwandais. Donc, sorti de cette connivence-là, on aurait espéré qu'avec M. Tshisekedi fils, c'est comme une histoire de père et fils, aurait... Les coups des franges seraient un nationaliste bon teint pour rassembler autour de lui suffisamment d'énergie et ne pas s'empêtrer dans les querelles ethniques ou bien dans le règlement, dans le solde des querelles passées. Malheureusement, on découvre qu'il n'en est pas ainsi, que le président Kagame du Rwanda, comme le président Museveni, qui sont dans la continuité de leur règne, de leur pouvoir, ne font pas un gros effort pour anticiper ou en tout cas être pour montrer leur bonne volonté.
les causes qu'ils invoquaient, si je ne prends que le Rwanda, qui parlait de ce qu'on entretenait sur le territoire. Une rébellion Hutu. Une rébellion Hutu. Ces causes-là sont-elles encore pertinentes aujourd'hui? Peut-on démontrer sérieusement que le président Kabila, le président Tshisekedi, soit dans la même posture que les Kabila, qui avaient d'autres comptes à régler? Je ne crois pas. Et il me semble que le moment est venu d'établir quand même la mauvaise foi du Rwanda, qui a eu l'occasion d'arrêter le M23, sa fabrication à lui, à travers le général Laurent Nkunda, qu'il a donné à voir hors d'action. Mais si on a laissé cette rébellion, si on l'a relancée en quelque sorte, c'est qu'on l'utilise comme un instrument réel de déstabilisation, d'asservissement de la RDC. Alors est-ce que c'est seulement la cupidité qui fait qu'on ne peut plus s'arrêter de piller le voisin qui est faible? Est-ce que c'est, disons, un chantage pour justifier son impérialisme, sa volonté d'impérium, de dominer simplement, quelle que soit sa taille? Donc le moment est venu de dire non, mais c'est assez délicat. La RDC préside l'Union africaine aujourd'hui au nom de l'Afrique centrale. Donc on se demande comment les pays de l'Afrique centrale n'ont pas pu aider à résoudre ces contradictions. Et on voit difficilement comment maintenant ces pays pourraient prendre à bras le corps la question. Et il est à peine surprenant maintenant de voir le Kenya rentrer dans la danse, le Kenya voisin de l'Est des deux pays, et peut-être pour faire pencher la balance, parce que le moment est venu. Surtout militairement. Militairement. Et si la communauté internationale, si les pays occidentaux qui étaient au chevet des deux pays, Rwanda et RDC principalement, n'arrivent pas à faire entendre raison aux uns aux autres, si l'Angola est soufflé parce que l'Afrique du Sud, découragée par des interventions passées et sans succès, mais des interventions qui étaient aussi ambiguës en termes de recherche d'intérêt. C'est ça qui est paradoxal dans la situation sous-régionale de la RDC. Peut-être que le salut viendra de l'Est, peut-être que... Du Burundi. Oui, du Burundi, qui n'a pas fini de régler ce problème de droits de l'homme et puis de stabilisation, simplement. Voilà. Il y a cette question afférente au mandat de l'ONU, la MONUSCO. Il y a cette interdiction faite à la RDC d'avoir accès à un certain type d'armes. Plus que jamais, au niveau des différentes entités de ce pays, il y a un leitmotiv qui peut se traduire par laissez-nous nous armer parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on fasse une revendication du président sortant, Kabila, qui signifiait même à la MONUSCO. Exactement. Est-ce que ce n'est pas une position très ambiguë, quand bien même on est dans la norme de l'ONU, dans cette tradition-là qui veuille qu'on ne laisse pas les belligérants potentiels avoir accès à tout ce qu'ils veulent en termes d'armement. Et la situation est paradoxale, d'autant plus que beaucoup de pays occidentaux, les États-Unis en tête, vont pratiquement dans le même sens que la RDC, c'est-à-dire accusent ouvertement le Rwanda d'appuyer le M23. On va dire que c'est la position du département d'État américain, ce qui tranche avec les dernières années où le principal soutien de Kagame restait les États-Unis d'Amérique. Et des démocrates. Des démocrates, effectivement, que des démocrates, parce que n'oublions pas, en 1994, le génocide c'était sous Clinton. Donc oui, voilà, il y a une proximité de ce pouvoir avec les démocrates. Comment vous voyez un peu tout ça, les Congolais qui veulent s'armer et faire face d'eux-mêmes à cette rébellion, et la communauté internationale, puisque c'est le thème consacré, qui met des digues assez étanches pour que ça n'arrive pas. Alors, déjà, cette ambiguïté, vous mettez dans cette perception d'ambiguïté, vous mettez en relief ce conflit qui semble sempiternel entre le droit international et les relations internationales. Si nous allons observer ce qui se passe sous l'angle
du droit international, le comportement de la communauté internationale est parfait, c'est exemplaire. Il ne faut pas encourager l'armement des parties qui semblent être belligérantes, surtout si ces parties semblent être déjà en conflit, ce qui serait une poids de mesure lorsqu'on regarde ce qui se passe de l'autre côté entre la Russie et l'Ukraine, même si on va trouver des situations atténuantes. Et donc là, le droit international permet exactement... Même là, on a amassé de façon ostensible un côté. Oui, mais c'est ce que je dis. Là, on oublie carrément la question du droit international, mais on continue, on arme de façon très, très ouverte un côté des parties en conflit. Et donc, le droit international ici a toute sa place dans la position de la communauté internationale. Mais lorsque vous regardez de l'autre côté, les réalités sur le terrain, les rapports de force qui permettent à une armée, disons régulière, comme celle d'un pays comme la RDC, qui n'arrive pas à tenir face à une rébellion. Et une rébellion qui semble avoir un armement sophistiqué, qui semblerait, selon des allégations qui restent à vérifier, venir même du Royaume-Uni, puisqu'on estime que le Royaume-Uni renforce en matière d'équipement le Rwanda, qui, à son tour, renforce cette rébellion par rapport à l'équipement militaire qui est utilisé sur le terrain et qui les permet de mettre en déroute l'armée régulière de la RDC. Donc, cette question d'ambiguïté met en relief ce genre de dualité qui existe entre le droit international et les relations internationales et qui permet aux acteurs de la scène internationale de continuer à suivre uniquement leurs intérêts. Et d'où la question de mon collaborateur, sinon de mon collègue, qui disait à qui profite cette situation. Et quand vous voulez comprendre à qui profite la situation, vous remontez totalement à l'indépendance de la RDC. Ce pays n'a jamais connu une stabilité en matière de gestion politique. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'enjeux et que les acteurs internes qui sont guidés d'une façon ou d'une autre par les acteurs externes n'arrivent pas à trouver la méthodologie nécessaire pour permettre au peuple de la RDC de vivre. Maintenant, quand vous parlez du peuple de la RDC, vous ne pouvez exclure tous ces pays limitrophes. Parce que chacun de ces pays limitrophes semble avoir des ethnies qui se retrouvent à la fois en RDC comme dans leur pays. Et c'est un problème qui mérite une grande analyse. Et qui peut-être favorise cette porosité en fait mortifère pour la RDC. C'est pas peut-être, vous l'avez bien dit, puisqu'on a écouté la RDC jeter le tort sur des personnes qui étaient venues du Rwanda, à qui ils ont octroyé l'hospitalité, mais qui, au moment où la paix était revenue au Rwanda, sont restés en RDC et qui, aujourd'hui, se sont transformés en rébellion et déstabilisent la paix et la sécurité en RDC. Donc, c'est une situation assez complexe qui met en relief les faits historiques, qui met en relief les intérêts stratégiques internes et aussi les intérêts stratégiques externes. Parce que vous avez bien fait de le souligner. Hier, les États-Unis étaient entièrement dans une posture de soutien. De connivence. De connivence au Rwanda. Mais aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui ouvertement disent que le Rwanda est en train de soutenir la rébellion. Et si les États-Unis le disent, certainement ils ont les informations pour étayer leurs propos. Voilà, mais ça ne se traduit toujours pas au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il y a encore une étape à franchir. Quand nous prenons les pays qui sont partie prenante de ce conflit qui a peut-être un peu trop duré, on a bien senti que l'Angola qui est un acteur, en tout cas habituel de ce type de conflit, une armée puissante qui a une propre tradition de rébellion, plus d'une vingtaine d'années, pratiquement 30 ans, qui a une armée qui a une réputation pas des plus flatteuses, mais très, très efficace. Pourquoi des pays comme l'Angola, au-delà de faire en tout cas l'entre-gens entre ces pays-là, ne met pas ses propres forces en mouvement et reste sur le retrait et laisse peut-être le Burundi ou le Kenya. Le Kenya, on peut le dire, a l'armée, on va dire, la plus républicaine de toute cette région, prendre les devants. Je pense qu'on n'apprend pas assez de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Rappelez-moi une seule guerre qui a réussi à mettre fin à une autre guerre depuis 1945. Il n'y en a pas une seule. Mais malgré cela, on veut
toujours, dans nos réponses, dans nos analyses, mettre en avant la force comme réponse nécessaire à mettre fin aux conflits, même si c'est des conflits qui ont commencé sur des bases ethniques, tribales. On sait que l'Afrique, surtout cette région de l'Afrique centrale, particulièrement la RDC, eh bien, c'était le gâteau privé du roi Baudouin, on le savait. Ensuite, il fallait quand même découper des territoires, construire des frontières et donner des noms, ensuite des drapeaux. D'accord. Sur ce point bien précis, vous parlez de gâteau privé, peut-être que la RDC est devenue notre gâteau à tous, parce que nous avons tous des smartphones, on sait tous que le coltan vient de là-bas, on ne s'est jamais révolté contre, peut-être que c'est notre gâteau aussi. Non, bon, après... Pas juste celui des Occidentaux. On ne s'intéresse pas au coltan béninois. Oh oui, peut-être pas au coltan béninois, mais le coltan de la RDC est massivement exporté. Et nous en profitons. Peut-être que ce ne sont pas seulement les Occidentaux. Vous aurez peut-être raison, mais je ne vais pas me permettre de le dire. Pourquoi je vais le dire? Vous savez, en 1600, il y avait le traité de Westphalie qui a essayé de mettre en place un ordre mondial. Et cet ordre mondial, c'est la suite, jusqu'en 2022, à l'heure où nous parlons là, c'est la suite de ce qui a été donné comme ordre mondial qui continue d'être suivi. C'est-à-dire, face à la terreur ou face au désastre, face au conflit, il fallait toujours donner une réponse qui était la force généralement. Et voilà, la RDC est victime du traité de Versailles comme tous les autres États africains et bien même d'autres États hors du continent africain. Mais là n'est peut-être pas la question. La question, c'est par rapport à la RDC. La RDC aujourd'hui est victime et à la fois des acteurs externes, comme l'a rappelé mon confrère, mais aussi à la fois des acteurs internes. À qui cela profite en réalité? Vous voyez un président comme Tshisekedi qui est resté amorphe pendant bien longtemps sur la question, mais non, on ne peut pas vu qu'il y a d'autres enjeux. Il a très vite décrété des forces d'urgence. Il a dépêché une opération. À quelle fin? Une opération. Il y a eu le des thème choses contre m'échappe. l'Allemagne. Dans la région, on ne peut pas dire qu'il a pris les devants. Après, c'est pas lui qui. C'est être amorphe. C'est pas lui qui dirige les forces militaires. Il en a changé plusieurs fois. Aujourd'hui, ça occupe l'espace médiatique. On est d'accord. C'est vrai le problème. L'espace médiatique. Mais le problème qu'il y a à l'Assemblée nationale, l'affaire des jeeps, l'affaire à l'intérieur de la RDC concernant la politique qui est en train d'exploser, eh bien, on n'en parle plus. Donc, aujourd'hui, ça lui profite. Il faut le dire les choses. Il prépare sa réélection dans quelques mois. Oui, mais bon, la mort de ses compatriotes ne lui profite pas vraiment. Certainement pas. Mais il s'en sert aussi. Parce que si on veut sortir de la crise, pourquoi ne pas prendre des mesures qu'il faut à la hauteur des problèmes et les régler? Oui, puisque vous en parlez, quelle est la mesure? Expulser, par exemple, c'est une réponse. Même si je disais tantôt, ça ne règle pas les problèmes. D'accord, mettons l'équation sur la table. Mettons l'équation sur la table. Oui. Spécifiquement par rapport au M23. Voilà. Les discussions, le gouvernement congolais pense qu'il n'est plus l'heure de discuter. On a assez discuté, on a assez prévenu, on a eu. Aujourd'hui, il faut combattre le M23 sur le terrain. Les réformes qu'il faut dans l'armée, il a changé beaucoup de têtes, en tout cas la structure militaire, ainsi de suite. Il y a des généraux qui sont même en prison pour détournement, ainsi de suite. En griffe, on peut dire qu'il a pris les devants politiquement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est de couper le bras qui tient l'arme. L'arme, c'est le M23. Attaquer le Rwanda. Je n'ai pas dit cela. L'arme, c'est le Rwanda. Pardon, l'arme, c'est le M23 et les autres factions rebelles qui sont dans la région. Oui. Mais le bras... Le bras, c'est le Rwanda. Le bras qui tient... Non, il n'y a pas que... Non, dis le Rwanda, c'est trop direct. Mais vous voulez y aller indirectement? Il faut attaquer le problème. Ce n'est pas ce que je dis. Expulser, par exemple, le représentant du Rwanda, c'est une réponse. En tout cas, c'est une tentative de réponse, par exemple, qui aurait dû être faite depuis. Donc, on a trouvé une réponse cosmétique parce qu'au final, ça ne... Exactement ça. Ça n'a pas... Est-ce que vous savez ce que le M23 veut actuellement et que la RDC ne veut pas? Le M23 veut aller à la table de négociation avec le gouvernement de la RDC. Je vous rappelle qu'on n'en est pas à la première tentative. Oui, il y a eu des tentatives. Mais la RDC déjà allé à la table de négociation. Ils ont signé des accords qui n'ont jamais été respectés dans le fond. C'est ça la question. On va retourner à une question sempiternelle, toujours posée, jamais résolue. Si on va employer les mêmes méthodes depuis 60... Et donc la RDC est dans son droit maintenant d'engager militairement. La RDC et particulièrement les responsables politiques
de la RDC doivent vraiment prendre le problème à cœur. C'est le peuple qui en souffre. Oui, On qu'est-ce parle qu'on peut de faire? millions de morts. Ce qu'il faut faire, encore c'est plus? changer les méthodologies, changer la façon de faire la voir, guerre. pas de faire la guerre, mais plutôt la façon de voir les choses dans cette région. Et voir les choses dans cette région revient à quoi? De prendre des mesures claires, fermes. Tshisekedi, il faut le dire, il a eu longtemps peur du Vous parlez Rwanda. de quelles mesures? Il a eu mais je parle de mesures fermes. Quand je dis il a eu longtemps peur du Rwanda, il n'a pas osé dire, mais c'est le Rwanda qui est derrière, par exemple. De toute façon, qui ça, je pourrait vous être laisse derrière. responsable de vos analyses, mais bon, ce qui est sûr, il a fini par le dire clairement. Ce qu'il fallait faire depuis. Oui, ce bon, qu'on il a dit réclamait clairement. depuis. Ce Oui. que le peuple réclamait Oui. depuis. Oui. Mais ça ne suffit pas. Le reconnaître aujourd'hui, ça ne suffit pas. Parce qu'on est très loin de cette étape. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Oui, Mais il a aujourd'hui, il faut une réponse claire. La réponse claire viendra de quoi? De la méthodologie qu'il faut changer par rapport aux relations avec ses partenaires en question. L'Ouganda, le Rwanda. Continuer à les mettre sur un piédestal pour pouvoir quand même échanger, pour pouvoir quand même maintenir les relations ou mettre en considération l'aspect selon lequel on fait partie du même peuple. Et tout. C'est fini. On doit arrêter ce cinéma. Donc, faire la guerre Pas faire la contre le guerre. Rwanda et l'Ouganda en Mais même je temps. disais la réponse. Mais la réponse avec la Oui, force ça- n'a oui, ça- jamais mais résolu qu'est-ce le que C'est ce problème que vous êtes en train de 45. nous Oui, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. si vous me permettez, je Oui. pense que mon confrère ne prend pas concrètement la mesure de la situation en RDC. Déjà, en responsabilisant Tshisekedi, vous faites fausse route. Parce que Tshisekedi a hérité d'une situation qui existe depuis Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, depuis 25 les ans. indépendances. Oui. Et ça, c'est pas une question qu'on peut trancher aujourd'hui simplement en changeant les méthodes. Et ce n'est pas une question que Tshisekedi peut changer à lui seul. Il ne s'agit pas de M. Tshisekedi. Et quand vous ramenez la question seulement à l'aspect militaire, la RDC demande des armes. Mais on ne veut pas permettre à la RDC d'avoir des armes. Et vous ne pouvez pas résister à une force armée sans armes. La preuve, l'Ukraine a passé tout son temps. Qu'est-ce que l'Ukraine a toujours demandé depuis demande encore. et continue de demander? Les armes. L'arme et l'argent. Ça n'a pas résolu leur problème. Oui, mais C'est ça, je dis la force. C'est Oui, pour mais vous qu'est-ce que vous dire. proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Mais il faut changer les méthodologies. Oui, comment? Parce que, je le disais, je Oui. citais le traité de Westphalie qui a tenté de mettre en place un ordre qu'il Oui, fallait bon, suivre. d'accord, on Maintenant, comprend, mais aujourd'hui on a Museveni, il faut on a raser le Kagame, M23. il faut raser Il faut le raser, oui, mais pas avec les armes, Ah, avec de la méthode. Non, Comme mais- on rase une barbe, là. non, raser le M23, c'est à la source. C'est-à-dire. Mettre en place un système donc, qui va mieux renseigner la population déjà dans ces régions, qui va mieux renseigner les services de renseignement et couper le truc à la source parce que sans information, sans renseignement, vous voulez combattre les d'accord. rebelles de quelle façon? On me signale qu'on n'est pas loin, bon, vous allez réagir là-dessus. Juste pour vous faire remarquer que pour les populations, elles fuient le champ d'opération du M23. Peut-être pour le renseignement, ça revient encore à l'option militaire parce que les renseignements ne sont pas à la portée de tout le monde, de certains services spécialisés. Peut-être que S'il faut une réponse militaire, ça ne doit sûrement pas être sur le sol de la RDC. Voilà. Peut-être un dernier mot Oui, bon, un dernier mot, c'est quand même qu'on fasse justice à la RDC de son besoin de stabilité, de paix. Au million de morts, parce qu'on oublie en souvent, plus, il y a oui. un capital de morts. On parle, Énorme. en réalité, on dit certains spécialistes disent que c'est le plus grand génocide de l'humanité à ciel ouvert et ce n'est pas encore fini. Dans une relative indifférence, pour ne pas oui. dire un cynisme de bonne loi. Donc la RDC peut ou prou faire l'effort de la stabilité politique, mais il y a cet abcès au niveau de ses frontières à l'Est. Et franchement, il est temps de dire son mot à M. Kagame, quels qu'aient été ses succès, quelles que soient ses qualités. On ne peut pas sciemment entretenir un tel instrument de déstabilisation à l'heure où on prône le libre-échange en Afrique, où on est censé tourner vers des réponses pour le développement économique et le progrès de l'humanité dans nos pays. Quand même, on ne peut pas se satisfaire d'avoir une clochardisation à ce point des populations. Toutes ces personnes qui sont dans les forêts, déplacées, dans des conditions d'humidité, de déshumanisation. Les viols, n'en parlons pas.
Alors pourquoi c'est quelques gens tenus avec des armes dont on connaît les origines qui décident d'entretenir ça? Et au fond, au plan des relations internationales, la communauté internationale est-elle fondée, les Nations Unies particulièrement, à continuer d'imposer cet ordre-là à la RDC? Où est la souveraineté de la RDC sur ce point? La RDC a un gouvernement légitime issu d'élections démocratiques. Il est temps de faire droit également à ça. C'est le minimum exigible pour la RDC et j'espère que bientôt, on aura une sortie de crise. Merci Morgana Souba-Metondi, Abdoulaye Rizat, Joël Ataï-Guédébé. On a épuisé le temps qui nous est imparti. Nous nous retrouvons certainement vendredi prochain pour d'autres développements de l'actualité internationale.